dès qu'on sortait un peu d'une certaine doxa, justement, de certaines idées, vous étiez immanquablement complotiste. Comment ça se passe, ce mécanisme des comploteurs qui fondent le complotisme ? Oui, alors ça participe à ce que j'appelle notamment la guerre cognitive. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut maintenir toujours les peuples ou tous ceux qui ont question à tout, justement, dans cette espèce de nasse intellectuelle. Et je rappelle, on a trouvé ça récemment, c'est un document assez passionnant, que la genèse du mot théorie du complot apparaît quand même dans un mémo de la CIA qui date de 1967 pour dire tous ceux qui se posent des questions sur l'assassinat de Kennedy, donc sur la version officielle, eh bien, ces gens-là, on doit les accuser d'être des complotistes pour discréditer toute question légitime. Tous ceux qui mettent en question la théorie officielle sur l'assassinat de Kennedy. Voilà, ça, et ça date, donc on peut trouver le document, je l'ai posté sur mon compte Twitter, il a été relayé, donc c'est un mémo officiel. De 67. De 67. I am hoping that Vladimir Putin understands that he is short of a full-blown nuclear war. He's not in a very good position to dominate the world. Agression. Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. Lobachevsky cite un paranoïde célèbre, Lénine. D'après lui, le contraste entre l'attitude très polie de Lénine, tant que les gens ne remettaient pas en cause ses convictions politiques, et sa violence, sa brutalité, dès qu'on remettait en cause ses convictions, eh bien, tout cela semble indiquer une pathologie paranoïde. Ces gens, nous dit Lobachevsky, n'ont pas accès au processus de conceptualisation selon les mécanismes utilisés par les gens normaux. Les conventions morales leur restent toute leur vie incompréhensibles et sans justification dans le cadre de leur propre expérience psychique. Ils ont une absence totale d'empathie. Ils ne peuvent pas comprendre la notion de règle morale. Lobachevsky croit avoir observé que ces individus sont capables de se reconnaître mutuellement très facilement, même par un simple contact visuel dans une foule. N'éprouvant aucun remords, faute d'empathie, pas de honte, n'ayant pas accès au concept même de règle morale, le psychopathe essentiel a cependant la particularité de pouvoir mimer les émotions humaines alors qu'il ne les éprouve pas. Nous pouvons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse que Lobachevsky fait de la constitution de la pathocratie. Cette analyse s'inscrit dans le cadre de ce qu'il appelle l'étude du cycle hystéroïde. En réalité, le type de pathologie mentale mise en jeu dans ce cycle va très au-delà des simples pathologies hystéroïdes. Mais, explique Lobachevsky, l'hystéricité d'une société est la mesure la plus évidente de son degré de pathologie mentale collective. C'est pourquoi on peut parler de cycle hystéroïde, car c'est la mesure de l'hystéricité qui permet de voir où une société en est dans l'avancement, dans le déploiement de son cycle hystéroïde, du cycle qui va la conduire d'abord à la constitution de la pathocratie, puis à sa remise en cause, puis à sa reconstitution, et ainsi de suite. Le cycle hystéroïde s'enchaîne en 4 temps. Le premier temps, c'est ce que Lobachevsky appelle les temps heureux. C'est un moment où dans l'ensemble, ça va bien, la société se porte bien parce que justement, elle n'est pas dominée par des réseaux ponérogéniques, c'est-à-dire des réseaux qui fabriquent du mal, qui fabriquent de l'agression intraspécifique. C'est un moment où, n'étant pas confronté à ce type de réseau, n'étant pas confronté à l'agression permanente de l'homme par l'homme à l'intérieur de l'espace social, les gens perdent de vue le principe de réalité, en particulier en matière psychologique. À ce moment-là, le mécanisme de ponérogénèse, de fabrication du mal, commence souvent à l'intérieur des esprits des enfants des classes privilégiées, lorsque ces enfants prennent l'habitude de considérer comme naturel, comme allant de soi, le système de privilèges dont ils bénéficient. C'est à ce moment-là que le principe de réalité est, pour la première fois, évacué du discours social, et cette torsion initiale va provoquer par contre-choc toutes les torsions successives qui aboutiront à une pathocratie macrosociale, soit par transformation du système en tyrannie, soit par révolution destructrice, soit le plus souvent par une alternance des deux phénomènes. Pendant cette phase, la majorité des gens, sous l'influence des classes privilégiées qui ont perdu de vue la réalité, ne recherchent plus la vérité, mais un discours agréable. C'est donc une phase où les caractéropathes extravertis, du type histrionique, jouent un rôle moteur. Petit à petit, un état hystérique général contamine la société. Toute perception d'une vérité inconfortable est refoulée. Toute expression de cette vérité est refoulée comme un signe de mauvaise éducation, voire de non-conformisme malsain. À un certain stade, des personnalités obsessionnelles et paranoïdes commencent à se combiner avec les troubles histrioniques pour assombrir la mécanique pathogène. La capacité à penser logiquement et rigoureusement, sans se laisser déborder par ses émotions, forgées pendant les temps difficiles et dans les épreuves, disparaît peu à peu.
Alors interviennent les acteurs qui vont rendre possible le passage de la phase 1 à la phase 2, les schizoïdes. Ils jouent le premier rôle dans le processus de mise en place de la pathocratie. Ce rôle peut rester largement invisible car, sauf exception, les schizoïdes ne sont pas individuellement violents et dangereux. Mais ce rôle est essentiel parce que, selon Lobachevsky, c'est le trouble schizoïde qui va amener un appauvrissement progressif de la compréhension du monde et une réduction à l'esprit de système. Pendant les temps heureux, une partie des schizoïdes va construire une pensée préfabriquée, ce que nous appellerions aujourd'hui une pensée unique, et selon cette pensée, en quelque sorte, il est possible de remonter à une racine monocausale du phénomène ponérogénique. Or, pour Lobachevsky, c'est précisément là que le mal peut commencer à se répandre dans une structure sociale, parce que le mal a des causes complexes, et quand on tombe dans un réductionnisme quelconque, on perd de vue une grande partie de ces causes. Or, ce que nous explique Lobachevsky, c'est que pour que le mal se propage, il y a une première condition qui est nécessaire et généralement suffisante, c'est qu'il ne soit pas vu, que le mécanisme par lequel il se reproduit ne soit pas perçu. Les schizoïdes, nous explique Lobachevsky, travaillent souvent en équipe, en incubant des doctrines révolutionnaires dans des réseaux, ou éventuellement en incubant par opposition des doctrines révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Dans tous les cas, il y a un appauvrissement de la vision psychologique du monde, une réduction de la société, une réduction des phénomènes sociaux à une cause unique et généralement extérieure à la psychologie. Le pouvoir des schizoïdes vient de leur aptitude à incuber ces réseaux, car lorsqu'ils sont en contact direct avec les gens, en général, les schizoïdes sont assez malhabiles pour faire passer leurs idées. C'est quand le schizoïde parvient à dissimuler sa personnalité réelle derrière un discours dépersonnalisé porté par une institution, par un réseau, en général une parole écrite ou une représentation médiatique, que là, il peut commencer à développer une grande influence. Et évidemment, quand il écrit cela, Lobachevsky pense à Marx, qu'il analyse comme un schizoïde. Une fois ces réseaux incubés, vont se constituer des associations ponérogéniques. À ce stade, les personnalités paranoïdes commencent à prendre une importance plus grande. Comme la réalité est en train de disparaître complètement du champ perceptif des individus inclus, enfermés dans les discours produits par les schizoïdes, des processus de sélection négative des cadres peuvent s'enclencher et, à partir de là, les processus d'engendrement du mal vont s'intensifier peu à peu à tous les échelons de la société. Les paranoïdes, parce qu'ils donnent l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas, parce qu'ils ont cette étonnante capacité à fournir des réponses simples à des questions complexes, délivrent les esprits simples et déstabilisés de l'angoisse, de la dépression et de l'incompréhension. Il y a une épidémie de pathologies mentales qui vont se répandre à travers les associations ponérogéniques par divers mécanismes, soit par mimétisme, la sélection négative promouvant des personnes atteintes de troubles de la personnalité, et les inférieurs sociaux ayant toujours tendance à imiter les supérieurs sociaux. On va voir des troubles de la personnalité se répandre de haut en bas dans la structure sociale par imitation, soit par propagation de névroses, les personnes soumises à des paranoïdes ou à des psychopathes qui commencent à ce moment-là à profiter de la situation pour capter de manière opportuniste des postes de pouvoir, eh bien, ces personnes soumises à de tels malades mentaux, souffrant beaucoup et ayant naturellement tendance à se réfugier dans un mécanisme névrotique. Lorsque l'épidémie de pathologie combinée à la sélection négative, les deux mécanismes se renforçant mutuellement, atteint un certain stade, on entre dans la phase 3. À ce moment-là, la réalité a complètement disparu des critères du raisonnement dans la sphère institutionnelle et on assiste à une généralisation du phénomène que Lobachevsky décrit comme le blocage inversif. Qu'est-ce que c'est que le blocage inversif ? Il s'agit d'affirmer des choses qui sont fausses pour les poser en opposition équivalente à des choses qui sont vraies. Et il s'agit en plus d'affirmer ces choses qui sont fausses avec une conviction plus grande que la conviction manifestée par des gens normaux qui défendent le vrai. Comme c'est une réaction naturelle chez l'être humain de faire en quelque sorte la moyenne pondérée entre les thèses qu'on lui présente, la principale pondération étant déterminée par le degré de détermination de ceux qui présentent ces thèses, on arrive ainsi à déformer la perception du réel progressivement dans le corps social. À ce petit jeu, les psychopathes héréditaires ont un grand avantage compétitif. Comme les psychopathes héréditaires n'ont aucune empathie, comme ils ne comprennent absolument aucune norme morale, comme ce sont des gens dont on dit vulgairement qu'ils n'ont pas de limite, ils peuvent presque indéfiniment accentuer le blocage inversif. De ce fait, ils ont tendance progressivement à s'emparer des leviers de commande à l'intérieur des structures pathocratiques. Ils chassent donc les paranoïdes, qu'ils conservent parfois comme une façade,
parce que la capacité du paranoïde à fasciner les esprits simples peut être utile pour une pathocratie, mais en réalité, à un certain moment, les psychopathes héréditaires, psychopathes essentiels et assimilables, asthéniques, skyrtoïdes, chacals, s'emparent du système et en font leur chose. Il va exiger que les gens adhèrent à cette idéologie jusqu'à non seulement nier la réalité de l'expérience, mais faire en sorte que la réalité de l'expérience corresponde à l'idéologie. En clair, si on a désigné une certaine catégorie de population comme paria, on va faire en sorte que cette catégorie de population devienne réellement paria et dangereuse sur un plan d'hygiène ou sur un plan économique ou voilà, sur ce dont ce qu'on a défini pour les autres. C'est-à-dire que l'idéologie ne va pas se plier à la réalité. Normalement, la réalité, c'est ce qu'on ne peut pas modifier. C'est même étymologiquement ce contre quoi on se cogne. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en psychanalyse le principe de réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des obstacles, il y a des contraintes et nous devons les accepter pour grandir. Ce sont les fameuses castrations ou limitations. Donc, par exemple, je veux quelque chose, il va falloir que je déroule tout un processus pour l'obtenir. Je ne vais pas l'obtenir tout de suite. Et l'idéologie nie complètement cette réalité et entend lui substituer un mensonge. Alors, en général, elle est fondée sur un mensonge d'origine, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas le droit d'interroger. Alors là, en l'occurrence, c'est qui a défini que les confinements, c'était bien, sur quelle base, peut-on avoir les informations de départ qui justifient une telle politique, etc., etc. Et on voit bien que ça n'est pas interrogeable. C'est un interdit de pensée. Et à partir de là, l'idéologie va se dérouler. Alors, elle est tout le temps en mouvement, l'idéologie, parce qu'il faut maintenir une certaine tension psychologique chez les gens. Donc, il faut qu'elle évolue. Donc là, c'est vraiment la fonction, en l'occurrence, des variants, par exemple. C'est quelque chose en permanence, constante évolution, qui empêche de figer l'idéologie de telle sorte qu'on ne puisse pas l'interroger. Donc, on est tout le temps pris dans ce mouvement perpétuel et c'est la condition de maintien du pouvoir. Alors, ce qui fait la pathologie, c'est bien évidemment le déni de réalité, plus le fait de recréer un discours délirant qui ne correspond pas à la réalité. Le discours délirant, ici, il peut avoir plusieurs visages, mais disons que déjà, considérer un virus, sachant que nous sommes constitués d'énormément de virus, comme un ennemi, est déjà en soi assez problématique. Alors, il faut savoir que cette pathologie collective du totalitarisme, en tout cas dans mes travaux, depuis longtemps, à la psychose paranoïaque. Une psychose, c'est du déni de réalité. Et la paranoïa, on sait qu'elle est contagieuse. Elle est contagieuse entre plusieurs individus et elle peut être contagieuse sur des groupes, sur des États. Et on a vu dans l'histoire où ça nous menait. Il faut toujours que cette psychose collective, elle désigne un ennemi. De la même façon, cet ennemi va évoluer. C'est-à-dire qu'on est passé, là encore, dans cette même fonction de maintenir les cerveaux en haleine. On est passé d'un virus ennemi à des personnes ennemis. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés qui deviennent des ennemis. Et puis peut-être demain, ça sera encore autre chose. Et on pourrait rajouter à cela que nous sommes aujourd'hui dans une période polyidéologique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ennemis. Bien sûr que le sanitaire a pris le devant de la scène, mais il y a quand même aussi d'autres ennemis désignés. Au niveau du terrorisme, au niveau de l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est aussi, encore une fois, un néologisme dont on ne sait pas trop ce que ça recouvre, etc. etc. Donc, ce qui fait qu'on est dans une zone de danger assez incroyable, parce que vous en avez pour tous les goûts, en fait. Selon les affinités des uns et des autres, on peut choisir son idéologie.